Justement, puisqu'on est là pour parler de voix et de off, j'aimerais bien, alors parce que c'est très intéressant par rapport au film que vous verrez tout à l'heure, ne croyez surtout pas que je hurle, c'est que dans cette histoire de voix off, évidemment, il y a un élément ici qui arrive en plus, qui est la musique. Cette dimension de lyrisme, qui est quelque chose qui traverse tous les films, parce que moi j'en ai vu certains où il n'y a que de la musique, où il n'y a pas de voix. Cette idée du collage, donc qui moi me fait beaucoup penser au dadaïsme, c'est-à-dire cette idée d'accoler des images, mais donc là le son préexistait. Le son préexistait, voilà, ainsi que la deuxième partie du film, qui était un enregistrement. Parce qu'on sent qu'il y a un dialogue entre le sens des mots et le... Mais ça, justement, ce qui est intéressant par rapport aux autres expériences qu'on va voir, c'est que parfois, c'est l'image qui préexiste et la voix est écrite après sur un premier montage d'image. Donc, tous les allers-retours sont possibles. Tout ça pour dire qu'on n'est absolument pas dans un système fermé et bloquant, mais qui permet au contraire un peu toutes les expérimentations. Et ce qui est assez beau, je trouve, si on regarde tout le travail de Franck. C'est un film de quelle année ? 2005. 2005, voilà, une évolution de ton rapport, justement, comme ça, entre l'image et le son, avec ces éléments préexistants qui sont agencés d'une façon, on est presque dans le geste de Marcel Duchamp, d'aller dans un magasin et de dire, voilà, l'œuvre, elle est là, je l'achète et je la mets dans la galerie, et de transformer comme ça une matière en une autre. Et en même temps, vous verrez que là, dans son dernier film, on est dans un processus qui est presque l'inverse, et en même temps, qui tient de ce même désir de réfléchir à comment le spectateur existe entre l'image et le son. Comment est-ce qu'il constitue son récit sans qu'on le lui impose par les lois, j'allais dire presque pavloviennes, du synchronisme, de la croyance, genre, ah oui, on sait que le plan d'avant, on a vu un monstre là, donc on voit une fille qui fait « oh » comme ça, et nous, on fait le lien, mais il nous est imposé aussi par des systèmes physiques, comme de même que la croyance du montage. Vous savez, quand on ferme une porte et qu'on raccorde, voilà, on fait des raccords alors que tout ça est complètement construit et abstrait. Et ce que j'aime beaucoup dans ce type d'expérience de cinéma, c'est qu'on arrive à l'essence même du geste de cinéma. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. C'est vraiment ça. Et évidemment, après, il y a le montage n'est pas du tout exclu. Simplement, ce n'est plus un montage fluide, destiné à vous faire croire que telle chose suit une autre, mais beaucoup plus dans l'élaboration en commun avec le public d'un récit tiers qui est le résultat de ces deux choses. Alors je ne sais pas si tu peux en reparler un petit peu à propos de cet extrait. Moi, t'en parles tellement mieux que moi. Non, mais c'est toi qui l'as fait quand même. Il y a une certaine violence dans tout ça, une volonté de nous sortir d'une espèce de torpeur. Oui, là je crois que autant quand il m'arrive de parler en débat de Ne croyez surtout pas que je hurle, que vous verrez après, c'est vrai qu'il y a une image, un tableau qui était là dès le départ, qui est le cri de Munch. Autant là ça aurait pu être Les désastres de la guerre ou Guernica. C'est vraiment un film sur la disparition du corps à travers les conflits guerriers. Donc Hyvernaud était pendant 5 ans dans un off-lag dès le début de la guerre. C'est un instituteur charentais. Et il restitue en 1949 le souvenir de son incarcération. Et la deuxième partie, qui est un poème de Malanga, qui cette fois est lu par Malanga lui-même et sans musique. Malanga de la Gérard Factory. Malanga de la Factory, absolument. Un Warhol, créature warholienne. Créature warholienne, toujours vivant et poète. La deuxième partie, c'est une réflexion sur une photo d'un reporter de presse d'une jeune bosniaque qui s'est suicidée à Tuzla pendant le conflit. Donc il y avait cette chose sur la disparition du corps, en essayant de ne travailler qu'avec des plans qui excluent le corps dans son intégralité lui aussi.
Non, puis je crois, enfin, moi, ce qui me frappe dans l'extrait, justement, dans le rapport image-son, c'est, oui, l'absence de visage humain, à part cet œil, mais on est tellement près que, voilà, on voit presque plus de la matière. C'est le rapport entre les mots, même si ce ne sont pas les tiens, les mots de ce texte et les matières. Alors justement, nous, on fait tout ce travail, parce qu'il y a beaucoup de dimensions poisseuses, un peu scatologiques comme ça, du texte et des images, et violentes, qui, alors après, voilà, c'est à nous d'en discuter. Est-ce que ça parasite? Est-ce que ça gêne? Est-ce que ça démultiplie? Est-ce que ça crée autre chose? Mais je trouve c'est assez passionnant de voir le nombre d'expériences qu'a pu donner cette idée de nier la synchrone, c'est de la remettre en cause. Parce que la musique, parfois, accuse le rythme du montage. Donc, on peut dire qu'il y a aussi des synchronismes qui se font. Alors, je voulais savoir, cette musique, donc, elle existait aussi dans le... L'album de Serge Tessoguet, c'est entièrement voilà, c'est composé d'extraits de livres d'Hyvernaud. Il y a des coupes à l'image. C'est toi qui les as faites ou elles étaient déjà dans le disque? Ces moments où il y a vraiment une note qui arrive et tac. Non, c'était déjà dans, donc tu as vraiment accompagné le son, donc, tout, à fait, ouais. Tout en n'étant pas illustratif, enfin, assez en directement. En l'étant par moment et en jouant l'association ou la contradiction à d'autres, oui, pour maintenir une certaine Parce que tension. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous allez être amené à observer dans le dernier film. À quel point, justement, il y a un contrepoint, au sens Adorno du terme, entre le son et l'image, qui est très... très fin, parce que justement, on pourrait dire ma mère portait ce jour-là une chemise rose, et puis on met l'image de quelqu'un avec une... Voilà, ça, on serait dans une espèce de redondance, et tout le temps, il ne s'agit pas d'oublier l'illustration, mais d'en jouer. C'est-à-dire un peu comme Hitchcock, quoi, de créer des espèces de rapports de suspense entre les images qui évoquent ci, et alors qu'on entend ça, de créer des décalages. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les films. Alors je vous propose de voir un autre extrait. Là, on revient beaucoup en arrière, mais pour moi, c'est l'un des premiers voix-off héros du cinéma, qui est Sacha Guitry, qui, comme vous le savez, est quelqu'un qui venait plutôt du théâtre. Donc c'est très intéressant comment arriver au cinéma. La première question qui se pose, c'est la question de la croyance, de qui parle à qui, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. S'il est, lui, en vieux briscard, même un peu cabot de la scène, il sait très bien. Donc vous allez voir que cette voix off peut prendre des formes tout à fait étonnantes et qu'on n'est pas du tout dans des dictats auteuristes forcément du côté de l'ennui et du manque, mais beaucoup plus dans une exubérance de forme et de possible que je trouve tout à fait réjouissante. Ce qui est intéressant sur la voix chez Guitry aussi, je pense, alors on pourra parler d'extrait après pour ceux qui le découvrent, mais de toute façon, ceux qui ne le découvrent pas le reverront avec plaisir, c'est certain. Je crois que c'est une des premières voix d'auteur, de réalisateur qui est identifiée, celle de Guitry. Dans la suite du cinéma, on va avoir des voix telles la voix de Godard, la voix d'Ackerman, la voix de Duras, qui vont être des voix d'auteurs identifiées. Guitry, il me semble que c'est la première superstar de la voix. Cocteau, mais Cocteau, parce que sa voix était connue. Cocteau, c'est un tout petit peu après. Mais bon, on est quand même du côté de l'écriture, c'est ça qui est intéressant. Et là, il y a un lien très fort entre l'auteur, réalisateur, concepteur et sa voix. Alors qu'avant, puisqu'on avait des figures du muet, Chaplin ou Keaton, on était privé de ça. Lui, c'est la première superstar de la voix, je trouve. Absolument. Donc on regarde le début d'un film, on dit ce que c'est ? Oui, le roman d'un tricheur qui date de 1936. C'est pas rien de le dire parce que c'est vraiment avant-gardiste. C'est le tout début du film. C'est le tout début du film. Ce film, je l'ai conçu et je l'ai réalisé moi-même. La musique en a été composée par mon ami Adolphe Borchardt.
C'est Marcel Lucien qui en a gravé les images, assisté par Raymond Cluny, tandis que Paul Duverger en imprimait les sons, isolé dans sa cabine comme en plongée. Les décors ont été exécutés par Guerbe et par Ménessier, et c'est Malray qui les meubla. Quant à mes interprètes, les voici. Marguerite Moreno bavarde avec Jacqueline de Lubac. Elle fait semblant de lui montrer quelque chose, mais elles auront bien de la peine à nous faire croire qu'elles ne savaient pas qu'on les cinématographiait. Voici Roger Duchesne qui ouvre la porte à Rosine de Réan et à Elmire Vautier. Où est Serge Grave? Serge, où es-tu? Serge? Quoi? Rien, voilà, c'est tout. Ah bon. Je me demande maintenant où peut se cacher Pauline Carton. Mais voici Fréhel qui cause avec l'abri. Pauline Carton, voulez-vous venir, que je puisse vous remercier de m'avoir si bien secondé pendant que je réalisais ce film? Et voulez-vous sourire à votre camarade Pierre Assis, s'il vous plaît? Voici Pfeffer, qui joua son véritable rôle de héros dans cette histoire. Il cause avec Dupré. Voici Myriam et son état-major, c'est elle qui monta le film. Enfin, voici... Je suis né à Pingolas, petit village bien joli de Vaucluse, dont on aperçoit le clocher à main gauche quand on va vers Tillac en quittant Cavaillon. Mes parents tenaient un commerce d'épicerie qui leur laissait, bon an mal an, 5000 francs de bénéfices. Notre famille était nombreuse. D'un premier lit, ma mère avait eu 2 enfants. Elle eut avec mon père un fils et 4 filles. Mon père avait sa mère, ma mère avait son père, ils étaient quittes si j'ose dire, et nous avions en outre un oncle sourd-muet. Nous étions 12 à table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Un plat de champignons, du jour au lendemain, me laissa seul au monde. Seul, car 2 heures auparavant, j'avais volé 8 sous. 2, 4, 6, 8. Dans le tiroir caisse pour m'acheter des billes. Ce crime allait avoir pour moi des conséquences imprévues, innombrables et diverses. Car mon père en courroux s'était écrié, « Puisque tu as volé, tu seras privé de champignons. » Le début du roman d'un tricheur, et il y a déjà dans cet extrait donc 2 façons complètement différentes d'utiliser le off, puisque la première est une vraie mise en abîme, hein, donc il va nous dévoiler l'envers du décor. Voilà, l'envers du décor, l'équipe, jusqu'au producteur, etc. Et ce qui fait le lien, ce que je trouve très beau, parce qu'on en parlait à propos de la musique et de son rôle, c'est ce pianiste qui va se mettre à jouer. Là, j'imagine que c'est du direct, parce qu'en plus, il est dans un studio d'enregistrement, donc voilà, j'ai bien regardé les doigts et tout, c'est ça. Mais arrive après l'orchestre, la musique du film, qui arrive et qui va, dans cette deuxième partie en off, être complètement au service de la voix. Vous avez vu les numéros, etc.
Donc je trouve que c'est d'une audace dingue, vraiment, de commencer comme ça. Et même le générique du mépris auquel on pensait beaucoup aussi pour ces extraits est finalement beaucoup plus sage, hein, dans une certaine mesure, parce que là, on a vraiment... il montre les acteurs donc, qui vont jouer des rôles d'autres gens. Enfin, il y a une façon comme ça d'ouvrir par cette série, de donner la fonction des gens et même un peu les rapports de lui. Et puis, ce que je trouve magnifique, c'est cette espèce de signature au début, où il reprend le geste de Cocteau à l'envers aussi. Hein. Il y a beaucoup de liens en le revoyant entre les... Sauf que lui, il se met définitivement du côté de la drôlerie, mais le nombre de films de fiction qui ne démarrent pas avec une telle mise en garde, genre vous allez vous faire avoir et c'est tant mieux, qui est tout à fait réjouissante et qui nous laisse imaginer que justement le off ici n'est absolument pas parce il aurait très bien pu mettre un générique écrit, mais parce qu'il justement il vous met à l'épreuve jusqu'où vous allez me suivre. Et je crois que c'est une des grandes forces du off, c'est que le contrat avec le spectateur est beaucoup plus trouble et beaucoup plus riche que lorsqu'on est dans où je vous dis, ces conventions, finalement, qui, elles, sont directement issues du théâtre. Et peut-être qu'en tant qu'homme de théâtre, Guitry, justement, sait très bien qu'au bout du compte, c'est le rêve et la puissance poétique du son et de l'image qui vont gagner toujours. Et puisqu'on est aussi sur la question de l'intime, moi ce qui me fascine beaucoup dans ce début, c'est je pense que c'est un des premiers cinéastes à dire « je » à l'écran, et qu'on a deux premières personnes du singulier qui sont celles de Guitry, Sacha Guitry, et de Guitry le personnage, et de ce glissement assez subtil entre l'un et l'autre. Ce que je te disais avant, c'était, on en parlait, c'est le producteur de Guitry qui l'a poussé à adapter son unique roman. Guitry a écrit évidemment des pièces toute sa vie. Il n'a écrit qu'un seul roman qui était publié en épisode, en feuilleton, dans l'année précédente, en 1935. Il lui a dit, il faut que tu adaptes ça. Et ce roman publié en feuilleton s'appelait Mémoire d'un tricheur, et non pas le roman d'un tricheur. Et c'est assez fascinant de voir que quand il fait le geste d'adapter au cinéma, son premier réflexe, c'est de faire exactement l'inverse qu'à l'écrit, c'est de dire attention, tout est artifice, tout est artifice, tout est faux, et allons-y, et il recommence en disant je, et en racontant, mais en disant le roman. Voilà. Après, c'est cette voix off là, on a inspiré beaucoup d'autres. C'est le premier générique parlé en off de Guitry qui en fera d'autres, mais ça a impressionné énormément de gens. Truffaut se référait beaucoup à Guitry sur l'utilisation de la voix off. Le générique de fin de La Splendeur des Amberson, Wells avait vu le roman d'un tricheur, Le procès aussi se termine de la même façon avec un générique lu et dit par le réalisateur. Une autre chose sur le son dans le film, alors là on le devine juste parce que quand il présente le gamin qui va jouer Guitry jeune dans le film, c'est la voix de Guitry qu'on entend. Il y a deux seuls acteurs du film qui parlent vraiment à l'image. Tous les autres rôles, c'est des petites scénettes. Guitry va très vite, il joue de l'ellipse en permanence et de l'ironie. Mais très souvent, on va voir des personnages et c'est lui. Les personnages vont jouer à l'image et c'est lui qui va faire les voix. Et ça aussi, c'est complètement révolutionnaire. Voilà, entre autres merveilles et révolutions de ce film-ci. Et puis c'est intéressant aussi de voir le rapport avec le son direct, parce que là on a, je dis, à part peut-être le piano, la musique prend en charge pratiquement le bruitage. Hein. Quand il fait 1, 2, 3, 4, on n'entend pas les vers se poser, il n'y a pas de son, enfin, où il a été enlevé, il y en avait peut-être un témoin,
mais c'est la musique qui va épeler comme ça et soutenir le récit de la voix. Alors c'est pas comme ça pendant tout le film, après mais cette mise en place comme ça, effectivement, d'assumer l'artifice et au contraire de le magnifier dans une certaine mesure. D'abord avec pas mal d'humour, Godard en a moins quand il nous allance, parce que la musique n'est pas la même non plus, mais je trouve que le rapport musique, voix, son direct est au moins aussi important que le montage des plans. C'est ce un peu à quoi je voudrais en venir dans cette thématique autour de la voix off contre le commentaire, c'est que la voix, que ce soit, on va le voir pratiquement dans tous les extraits, mais la voix, la musique et le son direct, le son venant de l'image, le son en temps réel, sont utilisés comme des plans. C'est-à-dire vraiment, on n'est pas du tout dans une idée de 2 couches simplement, mais que le montage entre les plans complexifie comme ça, crée d'autres espaces. Voilà, ce qu'on a appelé au bon temps du marxisme une dialectique, mais c'est très juste, hein, ça fonctionne à plein. Je le vois par exemple quand il y en a un qui n'apparaît pas, il l'appelle, et puis l'autre fait « oui, je suis là », comme ça, il apparaît par la porte, et là c'est du son probablement post-synchronisé, mais en plus c'est du faux, vrai, faux qui répond à... Voilà, il y a une espèce de perte du spectateur dans tous ses points de repère habituels, que ce soit ceux du théâtre d'un côté ou ceux de la narration classique au cinéma, qui va pousser Guitry très très loin, jusqu'à une forme d'hystérie permanente dans ses films, jusqu'à se prendre pour Louis XIV, puisqu'il raconte toute l'histoire de Versailles. Enfin, ça va prendre des proportions incroyables qui font que ce sont des films hyper personnels, et en même temps qui ont été extrêmement populaires et aimés à son époque. Mais c'est intéressant, ce rapt complet du grand appareillage du cinéma pour une expérience finalement, là en l'occurrence, assez proche de l'intime. Hein. Voilà, c'est Jacqueline de Lubac, c'est sa compagne. Il y a des interférences comme ça dans le film, d'autoséduction aussi de l'équipe entre elles, etc., qui est assez fascinante et qui ouvre, je trouve, parce qu'après on va venir donc à des choses qui sont peut-être plus liées à l'image qu'on se fait nous de la voix off, mais je pense que c'était important de ne pas partir du principe que c'est forcément un texte et juste des images, mais toutes sortes d'interactions peuvent se créer, et si après on choisit de revenir à une certaine radicalité, à ne plus faire tous ces petits ponts, c'est aussi un autre geste, mais qui ne ferme rien, qui ouvre encore d'autres espaces. Alors, je ne sais pas trop où on en est. On va passer à l'autre extrait. Donc, maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'était pas sérieux. Non, mais on vous dit rien. Voilà, vous regardez l'extrait, et puis on en parle après. Que me voulez-vous? Vous parlez. De quoi? De votre prochaine nomination. La voix est blanche, comme s'il se retenait de crier. Vous ne vous habituez pas, vous non plus. Non. Cette chaleur, bien sûr. Mais aussi cette monotonie. Cette lumière. Aucune couleur. Mais vous, avant l'or, auriez-vous préféré autre chose?
Rien. Lahore était ce que je voulais. Venez vers le bar. Que craignez-vous? On dit que Bombay vous plairait. Je désire rester à Calcutta. Je ne crois pas que cela soit possible. Dans ce cas, je m'en remets aux autorités consulaires. Qu'on m'envoie où on voudra. Bombay est moins peuplé, le climat est meilleur, et la proximité de la mer est appréciable. Je n'ai pas demandé la communication de mon dossier. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que Lahore, ce que vous avez fait à Lahore, on ne peut pas comprendre ce que vous avez fait à Lahore. De quelque façon qu'on s'y prenne. Personne. Personne? Que faites-vous? Venez. J'écoute India Song. Je suis venu aux Indes à cause d'India Song. Cet air me donne envie d'aimer. Je n'ai jamais aimé. Je n'avais encore jamais aimé. Il se voyait photographié dans un rocking chair devant la mer d'Oman. Et puis un matin, en allant au bureau, il l'a vu dans le parc, du côté des tennis, en blanc. Quelle histoire, quel amour. On dit qu'il a tout quitté pour la suivre. Voilà, donc vous l'aurez sans doute compris, il s'agit d'un extrait d'India Song de Marguerite Duras. Tu parlais tout à l'heure de scandale esthétique, de bataille d'Hernani, de la critique. Le film a été reçu de façon très très contrastée à l'époque. Là, on voit qu'on passe, on passe carrément de ces révolutionnaires. On est en asynchronie totale. Les dialogues ne correspondent pas à ce qu'on voit à l'image. Elle joue en permanence du décalage temporel, spatial, tout au long du film, tout en jouant sur la durée aussi, et demande un travail au spectateur du début à la fin. Alors ça, pour moi, c'est très marquant dans les films de Duras, c'est que c'est cette incitation à l'activité du spectateur. Ah, et puis je crois que c'est... Enfin, moi, ce qui me frappe beaucoup à chaque fois que je revois cet extrait, d'abord, je suis toujours triste quand ça s'arrête, parce qu'il y a vraiment la puissance du cinéma à son maximum. C'est-à-dire, je pense qu'aucun film à effets spéciaux les plus autoritaires sur le spectateur n'arrive à vous emmener aussi loin. Tout ça est tourné à Boulogne-Billancourt, dans une maison un peu abandonnée, etc., en très peu de temps. Et pourtant, on est dans un off complet, mais vous l'aurez vu, ils commencent à dialoguer une fois qu'ils sont sortis du champ. Mathieu Carrière, il y a des tout petits effets de synchronisme. Il y a cette rumeur de fête qui doit être dans la pièce d'à côté, qui est quand même très présente, ce pianiste de bar qui est en train de jouer, qui n'est pas in,
mais qui est quand même dans ce qu'on appelle diégétique, c'est-à-dire c'est dans le récit au présent du film. La petite mendiante vietnamienne qu'on va petit à petit situer dans le parc, c'est-à-dire qu'elle est toujours là, autour. Alors parfois on n'entend plus qu'elle, mais après justement, ce qui est formidable dans ce film, c'est à quel point Duras nous construit complètement un monde imaginaire, qui est d'ailleurs complètement improbable. Hein. Je veux dire, Calcutta, Bombay, on sait très bien qu'il n'y a pas d'ambassade, que les ambassades sont à New Delhi. Enfin, de toute façon, Lahore, aucune importance. On est dans un monde magique, on est à Boulogne-Billancourt, dans cette maison. Les intérieurs, extérieurs, elle joue beaucoup, parce qu'il y a des plans dans le parc au petit matin et les plans dans la soirée. Ces gens qui passent, des danses qui parfois nous ramènent dans un certain synchronisme avec la musique, et puis de temps en temps des arrêts, il y a presque des tableaux vivants, là, quand Delphine Seyrig est de dos, comme ça, il n'y a plus de mouvement. Parfois un dialogue s'engage alors que les deux personnes, on a vu passer, vont se parler, et ils vont se parler dehors, et il y a une bribe de dialogue qui arrive, et il y a une voix narrative, donc, qui est celle de cette femme qui nous donne des petits éléments qui vont nourrir petit à petit nos possibilités de comprendre l'ensemble, c'est-à-dire de saisir quand même un ensemble. Et tout ça monte pendant tout le temps du film. Là, on est à peu près un peu au début. Et à la fin, donc, on va comprendre toute l'histoire de Michael Lonsdale, qui a fait presque mort d'amour, hein, comme ça, et qui va de nouveau mourir d'amour en poussant des hurlements extraordinaires, comme ça, qui déchirent cette fête. Et tout devient extrêmement lyrique, justement. Je trouve que c'est un film... alors qui pose une autre question sur le off. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un rapport très ambigu entre... Il y a une histoire qui nous est racontée et presque les archives de cette histoire qui nous sont données à voir. Et ça, je trouve que c'est extrêmement beau, parce que c'est pas du found footage, justement, mais c'est des éléments autonomes, mais interdépendants en même temps. Et ça, je trouve, c'est l'une des grandes forces du off, c'est de jouer un peu de tous ces possibles, justement. Et évidemment, nous, on arrive après Duras et tout ça, mais il est évident que tous les gens qui ont commencé à s'intéresser au cinéma à ce moment-là, voilà, elle a posé quelque chose, en même temps, vu les réactions que ça crée, c'est surtout Le Camion hein, qui a vraiment, parce qu'il a été projeté à Cannes en sélection officielle, et là, ça a été un déchaînement contre elle. Mais là, en plus, on est dans un moment où une espèce de gauchisme Mao, comme ça, psychanalytique, règne hein, dans le cinéma. Même Godard est très... Et là, elle nous emmène dans une ambassade et tout... dans un monde complètement déliquescent et fantomatique. L'histoire, elle se situe dans les années 30. On ne sait pas trop, en fait. Et peu importe. En tout cas, on est ailleurs. Oui, Racine disait qu'elle aimait beaucoup Racine, que le passé, c'était aussi un pays éloigné. Donc, finalement, en plus, sachant qu'elle vient du Vietnam, la petite mendiante. Et donc, on lui disait, justement, beaucoup de gens lui sont tombés dessus, en disant voilà, c'est du cinéma bourgeois, etc. Et elle disait assez justement pas une minute, pas une seconde qui ne soit politique dans ce film. Et je trouve ça très beau parce qu'en plus il n'y avait pas tellement de réalisatrices à l'époque. Donc elle arrivait comme ça. Et justement, comme elle venait de la littérature et qu'elle avait ce qu'on appelait une voix justement dans la littérature, elle avait fait déjà d'autres films, on en parlait tout à l'heure, qui n'avaient pas utilisé comme ça tout le off. Où il y avait quand même, elle était plus proche de ce qu'elle avait pu faire au théâtre, des expériences un peu à la régie, comme ça, de pauvre régie qui l'a... Mais là, vraiment, on est dans un objet de cinéma totalement neuf. Et donc, le rapport son-image est... à la fois, comme je vous dis, assez proche, voire même parfois presque illustratif, et en même temps nous emmène complètement construit tout un monde, un méta-langage au-dessus de celui qui nous est montré. Est-ce que quelqu'un veut intervenir aussi, parce qu'on parle. On va enchaîner alors.
On nous Juste fait une signe. petite anecdote rapide sur justement ce décalage et le off dans India Song. Je lisais auparavant un entretien avec Michael Lonsdale qui, lui, disait que au premier jour de tournage, Duras s'était rendu compte qu'elle ne pouvait pas filmer une scène de bal avec les bruits du bal, les danseurs qui dansent et les sons d'ambiance et les dialogues. Que c'est quelque chose à laquelle elle n'avait pas pensé, même au 5e long métrage, et qu'elle a dû choisir. On filme et on enregistre surtout le bal ou les dialogues, et qu'elle aurait choisi d'enregistrer les sons d'ambiance et ensuite d'enregistrer tous les dialogues. Il y a une version radio a aussi, posteriori. une version radio qui existe, qui a, à mon sens, moins forte, en tout cas, comme effet le film. Ça, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup revenir. Alors, la radio aurait suffi. Eh bien non, vous l'avez vu. C'est autre chose avec les images, et ça devient vraiment du cinéma puissance 10. Autre petite chose, puisqu'on est là aussi pour parler de comment on fabrique le cinéma. Vous savez que Claude Berry avait produit ce film, India Song, et au bout du compte, quand il a arrêté de produire, il a dit que la meilleure affaire qu'il ait faite, c'était India Song. Le rapport entre ce que le film lui avait rapporté et ce qu'il avait coûté était... Donc voilà, il y a aussi cette puissance. C'est un film qui a voyagé dans le monde entier, qui est fait avec 3 € et qui a... Justement, contrairement à beaucoup de films qui s'épuisent dans cette espèce de volonté de nous imposer un récit, de nous marquer justement comme ça, de nous emmener quelque part. Ce film-là, voilà, a traversé le temps, et à chaque fois que je le revois, il fait cet effet. Alors, comme on est un petit peu en fin de course, on va enchaîner, puisqu'on a commencé par le travail de Franck et que nous sommes tous les deux cinéastes, on a décidé de montrer un petit bout de mon travail. Donc, mais en revenant là aussi aux sources. Alors évidemment, c'est bien après India Song, mais il est vrai que moi, je venais de là. Voilà, quand j'ai commencé à faire des films, c'était cette idée de la voix, du son, de pousser ça à l'extrême. Alors justement, on verra ensuite, en voyant le film de Franck, que tout ce travail entre la voix et l'image, il a une histoire, il a évolué. Mais là, j'étais vraiment au début de cette volonté de sortir de ce dictat de la synchro, de la scénarisation, de l'actorat, etc. Et j'ai un peu fait ce film un peu comme une bouteille à la mer. Et en même temps, après, voilà, finalement, c'est le même système qui perdure, mais qui est venu, voilà, il y a eu le numérique, il y a eu plein de choses qui font que maintenant, pour ne pas être synchrone en vidéo, il faut vraiment le vouloir, parce que c'est réglé comme ça, une espèce de chose, justement, on en reparlera après le film de Franck, mais voilà, je vous montre quelques instants du début de mon tout premier film, Rome désolé, qui était tourné en 16 mm. Nous avons quitté Bologne au matin, sur un coup de tête. Marcella a réussi à me décider. Nous partons pour Corfou, sans un sou en poche, comme d'habitude. J'aime voyager avec Marcella. Elle est si indépendante, si débrouillarde, que nos précédents voyages se sont toujours bien passés. Elle n'a peur de rien, ni de personne. Nous n'avons rien emmené, ni coke, ni poudre. Et je sais que Marcella tiendra bon. Je suis moins tranquille en ce qui me concerne, mais il le faut. Pour dormir à Rome sans rien dépenser à l'hôtel, il existe 2 solutions bien connues des routards du monde entier. Dormir dehors, dans les rares squares, expérience souvent périlleuse et angoissante, ou bien se laisser enfermer le soir dans la gare principale et s'allonger paisiblement dans la salle d'attente. C'est ce que Marcella avait choisi, toujours avisée.
surtout après le vol de nos sacs à dos l'année dernière à Ferrare. La salle d'attente des deuxièmes classes est jonchée de babas chevelus, blonds et propres pour les Scandinaves, sales et bruyants pour les autres. Je sais bien que je ne dormirai pas. D'autant moins que le couple de Canadiens allongé à côté de moi est bien décidé à faire l'amour en douce. La nuit d'août est chaude, moite, et mon sac de couchage me colle à la peau. Je pars me promener, sans oublier de rapprocher mon bagage du couple canadien en pleine action. La Stazione Termini est déserte, à peine animée de quelques groupes de cheminots nonchalants, de quelques fantômes. Je m'assieds sur l'un des bancs de pierre fraîche pour fumer une cigarette et écouter le temps passer. Plus loin, un autre groupe d'hommes en uniforme de la Ferrovia Statale commente le match de foot de la soirée. L'un d'eux me regarde à la dérobée et je pense un instant qu'il envie mes cigarettes. Il n'en est rien. Le groupe s'est bientôt séparé et l'homme en uniforme semble s'éloigner. Mais il fait demi-tour et passe devant mon banc une première fois sans presque me regarder, l'air affairé. Sans doute de mystérieuses obligations l'attendent dans l'une des cages de verre mussoliniennes qui parsèment les quais de la gare. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il repasse devant moi, en me regardant fixement cette fois. Il a dû réfléchir. Je l'avais presque oublié. Il est assez rond, plutôt petit, et doit avoir plus de 60 ans. Son uniforme un peu juste lui donne un air pathétique. Ce n'est qu'au troisième passage qu'il se décide à s'asseoir à côté de moi. Un petit vieux qui veut parler. Il n'a jamais dû faire de mal à personne. Et moi aussi, je me sens seul. Il me demande si je suis libre. Étrange question, un peu abrupte. Ce n'est pas pour bavarder qu'il m'a rejoint. Est-ce que je veux faire un tour? Mon cœur bat trop vite, et je dois être rouge. Je veux bien faire un tour. Je meurs d'envie de faire un tour, j'ai peur de faire un tour. J'ai suivi l'homme en uniforme, et nous avons marché très longtemps entre les entrepôts désaffectés et les voies de garage. Là-bas, après une vieille Micheline inutile et rouillée, il y a une petite église baroque, miteuse et décrépie, aux formes végétales. Y sont accrochés un réverbère et quelques mauvaises plantes. Entre l'église et les rails, un semblant de jardin, un arbre improbable et un banc de bois. Je bande tellement que l'homme s'en est aperçu et palpe mon sexe sous mon pantalon de toile. Lui aussi a très peur, de la lumière et des ombres, de moi peut-être. Il a pris appui de ses mains sur le dossier du banc et fait glisser son pantalon et son slip impeccable de coton blanc jusqu'à ses genoux. De lui, je ne vois plus que ses fesses blanches, glabres et replètes. Tout cela est un peu ridicule, un peu triste. Ce Kiefer qui demande sans orgueil tout l'amour du monde, je l'ai pénétré maladroitement, sans salive ni crème. Sventrami, éventre-moi, supplie comme un enfant l'homme en uniforme. Je ne sais pas m'y prendre. Ma queue me fait mal maintenant. Un train rapide passe à quelques mètres de nous, filant vers Palerme ou Reggio. J'ai si mal que je me retire brusquement. L'homme en uniforme pousse un petit cri. Il se retourne vers moi et je peux voir son visage blanc aux yeux mouillés. Alors qu'il remet son pantalon, il parle comme pour lui-même. « Mi hai fatto male, tu m'as fait mal ». Il est déjà retourné à l'obscurité et l'on n'entend presque plus sa plainte pleine de regrets. Je me sens mieux et me persuade que rien ne s'est passé. J'ai seulement marché dans la gare et fumé des cigarettes. Voilà, moi je suis ravi qu'on termine avec cet extrait-là. Pour moi, ça fait vraiment sens de voir ces dernières images et de me dire que le film va commencer derrière. Tu fais un premier film, alors c'est moi qui pose une question. La première personne et la voix off, tu penses immédiatement à l'écriture, à la conception. Tu as accumulé du matériel visuel auparavant.
Ah, c'est toute une histoire. Enfin, j'avais tourné des plans en 16 mm à Rome à l'occasion d'un séjour à la Villa Médicis. Et tout le projet initial était beaucoup plus intellectuel, avec une réflexion justement sur le cinéma, le off, un critique, etc. Une critique de la société berlusconienne qui commençait à s'installer, etc. Et puis finalement, voilà, il m'est arrivé des choses personnelles entre-temps, et je n'ai jamais terminé ce film qui s'appelait déjà Rome désolé. Et c'est en revenant 4 ans après à la vie, pratiquement, que j'ai repris ces images et qu'elles sont devenues le socle d'écriture. C'est-à-dire j'avais fait un ours avec toutes les images que j'avais en 16 mm, sauf qu'à l'époque, on pouvait les voir qu'en projection. Hein, enfin, on les avait... Et j'y ai ajouté donc justement des found footage, enfin des infos et des pubs qui passaient alors à la télévision italienne quand même. Je suis revenu à Rome faire ça. J'ai fait des sons, parce que la pluie que vous entendez n'est pas la pluie. Il n'y avait pas de son, c'était des rushs muets. Donc je les ai sonorisés. J'ai choisi cette musique qui, alors comme souvent, est composée à Rome, pratiquement là où j'habitais en 1600 et quelques. Donc voilà, tous les éléments du collage se sont complètement déplacés vers autre chose. Et en plus, voilà, là c'est le début du film, et c'est pratiquement, je donne le programme de tout ce qui va être dit. Enfin, il y a une petit prélude dans la gare, là, dont vous avez vu la fin, qui est l'un des seuls mouvements du film, peu foireux d'ailleurs, en chariot à valise, comme ça. Et puis, tout le reste, ça sera des plans fixes de Rome, avec un certain nombre d'histoires, et plus on avance, plus on s'enfonce dans une espèce de désolation, voilà, intérieure. Et à la fin, ben, c'est ce que j'espérais, en tout cas, un peu à la manière de Duras, on vous emmène complètement ailleurs, dans une aurore, quoi, quelque chose qui est un nouveau départ, mais il a fallu s'enfoncer là-dedans, et évidemment, le lien avec le film de Franck est assez évident. Alors d'abord parce qu'on bascule du côté de l'intime, c'est-à-dire du dit de soi. Je pense que l'arrivée de la vidéo a beaucoup bousculé tout ça, puisque avant c'était un peu du luxe de parler de l'intime en 16 mm, avec des bobines limitées à 12 minutes, etc. Maintenant, c'est un peu le contraire. On est presque sommé de le faire tous les jours sur Facebook, de se raconter. Donc, on est un peu aux deux. Mais reste cette idée que la voix et l'espace, alors en plus, moi, c'est l'espace d'une ville, lui, c'est l'espace de son ordinateur et des images qui viennent le nourrir, mais c'est quand même la construction d'un lieu. Et la voix et vous vont être invités à habiter ce lieu le temps du film. Et je trouve que ça reste des expériences d'abord extrêmement fortes et qu'il ne faut pas du tout minimiser par rapport à un cinéma d'effet qui, lui, serait le vrai cinéma et l'autre, non. Je pense que tout ça procède des mêmes choses. Simplement, c'est la façon dont on considère le spectateur qui bouge un peu. Je pense qu'on lui fait beaucoup plus crédit de sa possibilité de rêver le film avec nous que les films de fiction majoritaires. Je pense qu'on n'a plus de temps du tout, mais bah, voilà, on vous a un peu soclé le travail de Franck, et j'espère que vous prendrez son film dans la figure aussi maintenant. Bonne projection, merci.